continue notre exploration des bases d'After avec cette fois-ci un exercice qui va nous permettre d'aborder les animations de position et les notions de parenté, notamment au niveau des textes qui vont suivre le petit curseur que vous voyez qui se déplacer de gauche à droite. Donc on va continuer dans le même projet, tout cet atelier continue dans le même fichier After Effects. Cette fois-ci on va juste créer une nouvelle composition. Donc comme vu précédemment, je vais aller cliquer sur le petit bouton ici, ou alors dans le menu composition, nouvelle composition, ou commande CTRL N. Je vais aller l'appeler exercice 2. Et on laisse tout par défaut, je vais juste laisser l'arrière-plan en noir, si c'est pas déjà le cas, et on fait OK. On va avoir notre exercice qui va se trouver ici. Donc si vous les affichez comme normalement il devrait être affiché directement dans l'ordre chronologique, c'est juste que si vous cliquez sur la valeur du nom ici, vous pouvez les réorganiser. On peut se dire que l'exercice 1, on l'a terminé, donc on peut aller cliquer sur le petit carré vert, carré orange et le mettre en vert, et celui-là, on va le mettre en orange, pour juste personnel, pour se dire que c'est celui sur lequel on travaille. Et on peut retrouver ces différents compos à cet endroit-là. Étant donné que celle-là, je vais plus en avoir besoin, je peux venir la fermer, et je garde uniquement la composition 2. Donc on va refaire un peu le même principe. Je vais créer un fond, je vais créer ensuite un solide horizontal, et je vais créer un troisième petit carré noir, blanc, pour animer mon curseur. Donc allons-y, je vais faire un clic droit nouveau solide, que je vais appeler background. Je vais lui dire créer de la taille à la composition, et je vais lui donner une couleur, mettons, espèce de bleu clair comme ça. Je fais OK. Ce truc-là, je sais que je vais pas le déplacer, donc je vais le verrouiller tout de suite. Je peux, comme ça, le bout, je serai plus embêté. Je fais un nouveau clic droit solide, cette fois-ci je vais l'appeler jauge, que je vais mettre en noir, et qu'on va mettre donc très large, mais pas qu'il fasse la totalité, donc on va dire au hasard 100, par c'est très bas, très peu haut, donc on va dire mettons 20 pixels. On va voir ce que ça donne. On peut même pousser le vis, aller dans les paramètres du solide, je vais revenir et je vais lui dire d'y aller à 10. Et on peut même, tant qu'on y est, raccourci clavier, si vous voulez aller gagner du temps, ça va être commande, contrôle, maj et Y. Et je vais mettre un 1000, histoire qu'on ait quelque chose de plus court et de plus facile à retenir. Cette jauge, ça va être comme le background, en fait, je vais pas en avoir besoin régulièrement, donc je vais aller la verrouiller aussi. Je vais cliquer là-dessus, voilà. Là, j'ai plus rien, et je vais faire un dernier, nouveau, solide, et cette fois-ci, je vais l'appeler curseur, que je vais mettre en blanc. Et on va lui dire qu'il est carré, donc on va faire, mettons, du 1 par 20. On va voir ce que ça donne. C'est un peu petit, donc on va lui dire, tentons 50. Alors, j'ai même pas besoin de m'embêter, je vais cliquer sur ce bouton pour le verrouiller, et je vais faire 50 par 50, on va voir ce que ça donne, et là j'ai en direct le résultat, c'est parfait, on fait OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir le bouger de gauche à droite. Donc, dans un premier temps, je vais venir afficher la position, donc je vais appuyer sur P pour l'afficher directement. Et je vais mettre une première image clé à la valeur par 0. Je vais aller me déplacer un petit peu plus loin dans le temps, mettons que je vais mettre pile à 1 seconde. Je vérifie que je suis à 1 seconde, si je suis pas dessus exactement, je me place à peu près sur 1 seconde. Je vais aller ici, à cet endroit-là. Alors, là, je le fais un peu à l'œil. Retenez que si je prends mon élément et que je maintiens la touche commande, on va voir comme pour le point d'ancrage que je vous expliquais plus tôt, il va se magnétiser. Et notamment ici, je vais pouvoir avoir l'extrémité de mon élément, de l'élément du dessous, la jauge. Donc je vais aller ici, il va se coller directement. Moi ce que je veux ensuite, dans mon exemple, c'est que je vais avoir, il arrive ici, il se stabilise, il attend en fait. Parce que là, si je remettais une autre image clé, si là il fait son mouvement, on verra après pour les amortis, hein. Je vais juste pour l'instant positionner mes éléments, et ensuite on verra pour les ajustements du timing. Je vais faire la même chose en le bougeant comme ça, en maintenant commande, contrôle, pour que ça soit collé. Attention, là j'ai mal fait mon business, j'ai pris un petit peu trop près du bord, et du coup il se magnétise par rapport au bas de là où est mon curseur. Il va prendre le point le plus proche de mon curseur. Si je cliquais, mettons ici, il se magnétiserait par rapport au point inférieur de bas, inférieur droite. Donc là, essayez toujours de le prendre par rapport le plus proche du centre possible. Donc je vais me mettre à cet endroit-là. J'aurais pu aussi, en calculant, mettre les vraies valeurs, hein, mais là, visuellement, c'est quand même un peu plus parlant. Et si je fais lecture, il y a un problème, c'est que il part directement à l'autre valeur, il ne fait pas de pause. En fait, tout simplement, l'After, il est bête et méchant, hein, on lui dit, à cet instant, tu as cette valeur,
à cet instant, tu as cette valeur. Et forcément, il va calculer entre les deux. Donc comment on fait pour faire une pause? Et ben, c'est simple, on va juste lui dire, bah, entre cette valeur, entre ce temps et ce temps, bah, tu as la même valeur, tu bouges pas. Donc tout simplement, je vais décaler la dernière image clé pour qu'on celle qui correspond à la fin, j'allais la mettre un peu plus loin dans le temps, pour l'instant on s'en fout. Je vais me mettre à cet endroit-là où j'ai mon image clé qui est ici, je vais mettre un petit peu plus loin. Je vais prendre ma dernière image clé, je vais faire copier, édition, copier, CTRL-C, CTRL-V par le classique, et je vais aller plus loin, je vais faire coller. Et de cette façon, là, vous voyez qu'entre cette valeur et cette valeur, c'est la même. On a fait une pause, et du coup, bah, il ne bouge pas. En fait, il fait des interpolations, mais comme elles sont toutes identiques, bah, on ne les voit pas. Pour plus de facilité, on peut colorer nos keyframes. Donc, si je vais sélectionner ici pour me rappeler que celle-là, c'est là que je vais faire une pause, je vais faire un clic droit, libeller, et je vais choisir une valeur. Alors là, pour le coup, ça a peu d'importance. C'est du moment que vous y retrouvez. Je vais les mettre en orange. Comme ça, je sais que ces deux valeurs, ces deux clés, elles sont identiques. On peut l'illustrer aussi, si je clique là-dessus sur l'éditeur de courbe, on va voir que ces deux valeurs sont identiques, contrairement à ce qu'on a au début, où ça part d'un côté et ça évolue. Là, ici, on a une interpolation horizontale, donc c'est-à-dire que ça bouge pas. On va juste avoir un petit problème, entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger à la même vitesse, étant donné qu'on a des durées et des distances qui ne sont pas équivalentes. Là, on parcourt la moitié de la barre en une seconde. Et là, on fait une pause, donc là, peu importe la durée, c'est-à-dire que ça va durer une seconde pour nous simplifier la vie. Et là, on veut que ça parcourt la totalité de la barre. Donc il faut qu'on calcule. Si on a fait une moitié, une demi-barre en une seconde, bah, pour faire une barre complète, il faut 2 secondes. Donc 2 plus 2, ça fait 4. On va se mettre ici. Et là, on va voir la vitesse équivalente. Si je fais lecture, si j'appuie sur N pour fermer ma zone de travail, là, ça va bouger à la même vitesse. On peut l'illustrer en le voyant ici. En fait, ça correspond à la pente de ma courbe. Donc en rouge, je vais avoir les X, et en vert, je vais avoir les Y. Les Y, étant donné qu'on ne bouge pas en hauteur, on va avoir une ligne droite. Ça sera constant. On est toujours au niveau de 540. Faites juste attention, le comportement standard d'After, c'est d'avoir deux valeurs sur la même propriété. Donc si je venais, mettons ici, j'ai envie de le déplacer en hauteur, que je venais faire une image clé comme ça, faites attention parce que ça va créer une image clé en hauteur, mais aussi en largeur. Donc ça va me flinguer mon mouvement. Là, ça n'aura pas vraiment d'impact étant donné que on est sur une ligne droite. Mais si on avait les amortis, là, si je la refais et que j'enlève et que je fais tout en amorti, j'appuie sur F9, et que je venais à cet endroit-là créer une image clé, vous voyez, ça peut fausser un petit peu mes résultats. On le verra peut-être pas très bien, peut-être qu'en zoomant un petit peu ça se verra mieux. On a des espèces de poignées qui vont... C'est pas tout à fait droit, pas tout à fait linéaire. Je vais annuler. Et je vais d'ailleurs rester... conserver les amortis, donc je vais faire clic droit, assistant, lissage de vitesse, ou les touches F9. Et je peux même venir me dire, tiens, bah, j'ai envie de mettre des poignées pour que ce soit un petit peu amélioré. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Là, je n'ai pas accès à ces poignées. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on a notre élément qui est sur deux valeurs différentes. Allez savoir pourquoi After ne gère pas des poignées sur des paramètres qui ont deux valeurs. Sur l'angle qu'on avait au début, on était tranquille puisqu'on avait une seule valeur, l'angle. Là, on a deux valeurs, on a les X et les Y, donc l'horizontale et la verticale. Donc, il est perdu, on ne sait pas comment gérer ça. Donc, pour pallier à ça, on va avoir deux solutions. La première et la plus intuitive, on va dire, ça va être de séparer les dimensions. C'est-à-dire qu'on va, indépendamment, on va avoir la courbe verte et la courbe rouge, on va pouvoir les manipuler. Donc là, pour ça, vous voyez, je regarde, ça marche d'ailleurs en dehors de l'éditeur de courbe aussi, hein, c'est pas obligé d'être dedans. Je vais rester dedans pour vous l'illustrer, je vais aller sur le mot position, donc j'appuie sur P si je le vois pas. Je fais un clic droit et séparer les dimensions. Ça va avoir pour effet d'avoir non plus la position toute seule, mais les X et Y positions. Et maintenant, je peux les sélectionner séparément. Au passage, ça m'a fait sauter mes poignets en faisant ça, donc essayez d'anticiper un petit peu quand vous faites ça. Faites-le en amont, quand vous essayez vraiment d'anticiper le mouvement que vous allez faire et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'animer et de quels paramètres je vais avoir besoin. Donc là, en l'occurrence, les Y, vu que ça bouge pas, c'est qu'une jauge horizontale, bah les Y en hauteur, je m'en fous, j'ai même pas besoin d'avoir des images clés. Donc là, je peux cliquer sur le chrono, ça va m'effacer mes images clés. Si je reviens ici, j'ai plus rien, j'ai que les images clés en X, ce qui va m'importer. Donc là maintenant, si je les sélectionne,
là, je vais avoir accès à la boîte, donc je peux l'enlever si je veux, ça dépend de ce que je veux faire. On peut, d'ailleurs, là, on voit qu'on a le bouton, ça revient au même que ce que je viens de faire, c'est le bouton séparer les dimensions. Donc si je clique, si c'est décoché, on va avoir tout qui est mélangé. Si je reclique dessus, on va voir exactement la même chose que si j'avais fait un clic droit séparer les dimensions. On va voir les deux courbes séparées. Donc je vais enlever à nouveau les clés des Y et je vais garder que ça. Donc je vais sélectionner toutes mes images clés en cliquant sur le de X uniquement, en cliquant sur le X position. Et je vais pouvoir leur affecter des poignées cette fois-ci. Je clique sur lissage de vitesse. Et je décoche ça, je vais avoir de nouveau accès au poignet. Et là maintenant, si je tiens un petit peu d'un côté et que je tiens un peu de l'autre, je vais pouvoir donner des amortis, donner un peu de personnalité à mes mouvements. Voilà, de cette façon. On peut même forcer un peu, histoire qu'on ait un truc un petit peu exagéré. Ce qui risque d'être un petit peu violent, parce que là on va avoir un truc assez vertical. Après on peut ajuster en fonction, un petit peu juste sur celui-ci. Là après c'est au feeling, c'est en fonction de l'intention que vous voulez donner à votre élément. Voilà pour la première option. L'autre option, si on n'a pas accès ou qu'on ne veut pas s'embêter à séparer les éléments, c'est qu'on a accès à une deuxième type de courbe. Un deuxième type de courbe, ça va être les courbes de vitesse. Donc pour y accéder, je vais cliquer soit sur le bouton et afficher le graphique de vitesse, modifier le graphique de vitesse, soit faire un clic droit dans le vide et je vais obtenir la même chose. Donc je vais faire modifier le graphique de vitesse, et cette fois-ci je vais avoir quelque chose qui est un peu différent. Ça va correspondre en fait, vous voyez là j'ai le nombre de pixels par seconde, et étant donné que j'ai des courbes en losange, des courbes linéaires, je vais avoir une variation de vitesse instantanée. C'est-à-dire que là, ici, il bouge à une vitesse, tac, il s'arrête, donc il n'a pas d'amorti, il n'a pas de décélération, donc la vitesse instantanément elle est à 0. Ensuite, il repart instantanément, pas d'accélération, il a une vitesse constante, hop, il s'arrête à nouveau. Alors que si je viens sélectionner mes images clés, faire un clic droit, assistant d'image clé, et que je fais lissage de vitesse, le truc habituel, je reviens, là cette fois-ci, mes courbes, elles ont maintenant la forme d'une cloche. Je la refais, si je viens ici, que je viens d'ailleurs directement cliquer sur ce bouton qui a le même effet, c'est la touche F9 ou assistant d'image clé, lissage de vitesse, je clique dessus, ça va me mettre, cette courbe va ressembler à ça. En gros, ce que ça veut dire, c'est que là j'ai une vitesse nulle, j'augmente progressivement ma vitesse, là elle ralentit, à mesure qu'elle arrive à sa destination, là on est à 0 puisque ça bouge pas, là on repart, de nouveau accélération, et hop, de nouveau on arrive à la fin. On peut venir modifier nos poignées de façon, cette fois-ci, à ce qu'on ait une accélération. De la même manière, mais cette fois-ci, si je reviens sur les graphiques de valeur, j'ai toujours mes positions mélangées. J'ai pas séparé mes dimensions. Donc ça peut servir notamment si vous avez un élément qui se déplace sur une trajectoire. Ça, on va revenir sur un autre exercice par la suite, mais de cette façon, ça me permet, en manipulant la deuxième courbe, de manipuler les accélérations sans devoir détruire mes accélérations que j'ai déjà mis en place en séparant mes dimensions. Dans cet exercice, on va se simplifier la vie, étant donné que justement, parce qu'elles ne sont pas ultra simples à manipuler, les courbes d'accélération, courbes de vitesse. Donc je vais revenir à une valeur que j'avais au départ, et je vais surtout revenir au moment où j'avais séparé mes dimensions. Et je vais faire de façon classique, hop, je vais appliquer les poignées, et je vais tirer un petit peu, histoire d'avoir des petits amortis, donner un petit peu de peps à notre élément. Et un dernier point, c'est que je vais pouvoir venir au dernier moment, et j'ai envie qu'elle revienne à son point de départ, pour pouvoir boucler proprement. Donc je vais agrandir ça pour voir, et je vais faire une pause de 1 seconde, comme on a déjà fait, donc on est à 4 secondes, je vais aller à 5 secondes, 4 plus 1, je fais CTRL-C, CTRL-V, je me mets ici, donc là, ici, on s'assure que ça bouge pas, donc c'est la même valeur, donc il va rester au même endroit. Et on se rappelle qu'on veut qu'il fasse une demi-barre en 1 seconde, c'est la même valeur qu'ici. En fait, on va aller à... vu qu'il a qu'une demi-barre, on va aller à 1 seconde plus loin. Et on va pas s'embêter, on va juste reprendre la première image clé, on va la copier, et on va la coller. Et on est revenu au départ. Et donc là, je vais pouvoir venir tirer des poignées, me mettre à la fin, appuyer sur... donc soit je le fais à la main, je viens me caler ici, soit j'appuie sur la touche N, comme End, et ça va me mettre directement ma zone de lecture à la fin, et si je fais lecture, vous voyez qu'à la fin, il va revenir, tac, au début, et ça va boucler proprement. Avec des vitesses à peu près comparables, parce que là, du coup, j'ai fait des valeurs de poignée un peu différentes, ils ne sont pas rigoureusement identiques aux premières. Si je veux que ce soit un truc propre, sans script, sans utiliser d'aide extérieure à After Effects, je vais plutôt repartir de zéro, donc je vais réinitialiser les lissages de vitesse, et là, je vais faire
tirer mes poignées, mais sur l'ensemble de mes clés. Vu que là maintenant je les ai toutes créées. Donc je maintiens majuscule enfoncé pour que ça reste horizontal. Si je relâche, bah, ça va faire n'importe quoi. Alors si j'appuie en garde enfoncé, ça reste horizontal. Et de cette façon, je vais avoir le même amorti partout. Là on voit, hop, on passe de... On le voit en fait, la pente est plus ou moins la même. Et si je viens ici sur le graphique de vitesse, on voit que les pics sont à peu près au même hauteur. Si j'avais un truc qui était plus... Mettons que je prenne celle-là, que je voyais que ça aille plus vite. Bah, si je rapproche mes images clés, vous voyez que le pic il va monter, parce qu'il va parcourir la même distance, mais dans un temps plus réduit. Donc forcément, la vitesse est plus élevée. A l'inverse, si j'étends, bah, la vitesse va être plus lente. Donc c'est une question de... Enfin, c'est vraiment l'évolution de la vitesse au cours du temps. Pour les plus matheux d'entre vous, ça correspond en fait, quand on prend cette fonction qui correspond ici à la position, mais ça pourrait marcher pour n'importe quelle valeur, quand on applique sa dérivée, on obtient cette courbe-là. Donc c'est vraiment l'évolution de la dérivée par rapport à la première fonction. Mathématiquement, ça a des implications dans le sens où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et vous voyez que là, par exemple, quand je monte un truc, ça va avoir un impact, ça va se répercuter sur la suite. Donc retenez juste ça, pas forcément que c'est une dérivée, mais que cette fonction, en fait, cette courbe dépend, les deux courbes sont dépendantes l'une de l'autre. La plupart du temps, on va quand même rester sur les graphiques de valeur parce que c'est les plus faciles à manipuler, mais dans certains cas, on ne pourra pas utiliser cette courbe. Je pense notamment aux tracés de forme qu'on verra plus tard, qui n'ont pas de courbe, qui n'ont pas d'image clé, n'ont pas de valeur, parce que c'est juste là, c'est un dessin en fait. Ça, vous pourrez les manipuler avec la courbe de vitesse qu'on a vue. De la même manière, quand on a plusieurs valeurs sur un même paramètre, on va pouvoir les manipuler facilement de cette façon. Je pense notamment à l'échelle qu'on ne peut pas séparer. Ça va nous permettre de jouer dessus sur l'amorti de l'échelle. Et ça, c'est encore un autre point. Donc je suis content de mon animation. Je sors de l'éditeur de courbe. Là, j'ai mes images clés qui sont posées. Je peux venir colorer mes images clés comme j'avais fait au préalable. Genre celle-là, je vais aller les coller colorées en pourpre. Et celle-là, parce que celle-là, c'est les mêmes en fait. Là, je fais une pause. Et là, je vais me dire que je vais faire une autre couleur. Je vais les mettre en fuchsia. Voilà, comme ça, je sais que ça fait une pause. Ici, ça fait une pause aussi. Ça a un avantage visuellement de pouvoir opérer dans votre timeline, donc de savoir que ces deux courbes-là, ça correspond à une pause, par exemple. Ça a aussi un avantage que si je viens faire un clic droit et que je viens sélectionner le groupe de libellés, je peux choisir sur le calque toutes les images clés de la même couleur. Mais pas seulement sur le calque, sur toute ma compo. Si j'ai plein de compos différentes, plein de calques différents avec des images clés de la même couleur, je peux toutes les sélectionner d'un coup. Donc si vous organisez bien votre projet, ça vous permet de gagner un temps fou en sélection et surtout en organisation. Donc gardez ça en tête. On fait une petite sauvegarde et on va pouvoir passer au dernier point, à savoir le parenté. Donc on va coller un mot sur notre élément de façon à ce qu'il suive le mouvement du curseur. Donc déjà, on va commencer par créer notre élément. Donc c'est un fichier texte, c'est un objet texte. Donc on va aller dans les outils tout en haut, il y en a un qui s'appelle texte, ça tombe bien. Donc on va cliquer dessus, et on va, pour l'instant, peu importe l'endroit où on va le faire, on va juste cliquer quelque part, et on va taper quelque chose. Donc, dans mon exemple, c'était cool. Ma typo, on voit ici les paramètres de texte qui apparaissent dans la fenêtre propriété. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez cliquer ici, ou sinon aller dans le menu fenêtre et propriété qui se trouve ici. On peut également, là ça ne va pas être affiché, mais vous avez la fenêtre de paragraphe, et elle sera affichée en permanence si vous la sélectionnez. Paragraphe et la fenêtre de caractère qui va se trouver ici, voilà. Ça, si je la décoche, si je désélectionne et je clique sur autre chose, ces deux fenêtres-là sont toujours affichées. La fenêtre de propriété, en fait, elle est dépendante du contexte, elle est dépendante de ce sur quoi vous cliquez. Donc là, je vais cliquer sur le solide, sur le curseur, donc j'ai cette propriété. Mais si je clique dans le vide, je n'ai plus rien de sélectionné. Et si je clique sur le texte, là, je vais récupérer ces éléments. Donc ça dépend, si vous avez un grand écran, ça peut vous permettre de gagner du temps, si vous avez beaucoup de texte à manipuler. Moi, je vais me contenter de fermer ces panneaux et de la fenêtre de propriété qui se débrouille très bien pour ce qu'elle fait. Donc je vais le mettre en blanc, ce qui n'est pas déjà le cas, elle est en blanc cassé un peu, donc je vais mettre en blanc comme ça. Et je vais mettre une typo un peu plus fat, un peu plus neutre, je vais mettre du Arial. Donc là, vous mettez ce que vous voulez comme typo, c'est vraiment pour l'exemple. Je vais également, dans les paragraphes, centrer mon texte. Ça va pas forcément avoir un impact énorme, mais ça me permet de, si je viens taper du texte un peu plus long, au moins il sera centré horizontalement.
qui n'était pas le cas de si je le mettais à gauche ou à droite. Ça, c'est une question de design. Je peux également venir là-dessus et sélectionner l'outil tout en majuscule. Ça m'évite de taper toutes les majuscules à la main. Je pourrais pu venir taper moi-même cool en majuscule, mais c'est peu importe. Et je vais venir placer mon élément à peu près pour l'instant au centre. Je vais l'agrandir un petit peu. Et je vais jouer un petit peu sur le contraste parce qu'on ne voit pas bien, donc je vais modifier la couleur du fond. Donc je le déverrouille et je viens dans le menu calque, paramètres du solide, et je vais donner quelque chose un peu plus foncé, qu'on puisse le voir qui a un meilleur contraste. Donc je reverrouille. Et je vais d'ailleurs en profiter pour changer la couleur de ces éléments, étant donné que ça va être mes éléments à animer. Bah, je vais, mettons, les mettre en orange, au hasard. Et comme ça me permettra de savoir que c'est ces éléments-là qui ont une animation et pas les éléments verrouillés qui, eux, j'ai pas y touché, donc je sais qu'ils sont rouges, j'y fais pas attention. Ça, c'est une question d'organisation, ça dépend de chaque projet, ça dépendra vraiment de tous vos éléments et de votre personnalité, mais prenez l'habitude de bien séparer vos éléments et de bien les ranger. Donc j'ai mon texte, je vais afficher sa position, parce que j'ai envie qu'il soit bien centré. Alors j'ai plusieurs positions pour qu'il soit vraiment centré par rapport à la... Mettons qu'il soit ici, je veux vraiment qu'il soit au centre. Soit je vais afficher sa position, et comme je vous l'avais montré, je fais clic droit, réinitialiser. Soit je peux aussi, sinon, aller dans la fenêtre d'alignement, alignement des calques. J'agrandisse un petit peu la fenêtre, si un peu petit. Je peux réduire les autres fenêtres pour avoir une meilleure visibilité. Et je peux venir, de la même manière, aligner par rapport à la compo, en horizontal et en vertical. Et ça va me le mettre d'ailleurs un peu plus finement que si je vais faire réinitialiser. Pourquoi? Parce que le point d'ancrage, en fait, il le met à la base de la ligne du texte. Si je le mets en réinitialisé comme ça me le met par rapport à la position, donc le point d'ancrage va être aligné par rapport au centre. Alors que là, il me le met par rapport à la boîte, au contenu lui-même du texte. Pour une meilleure visibilité, alors déjà vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit solo. Donc là, c'est tout l'intérêt quand on a plusieurs éléments. Donc si je veux afficher que le curseur, je vais cliquer que sur lui, etc., etc. Donc chaque élément. La jauge, évidemment, on la voit pas, elle est noire sur fond noir, mais en fait, il y en a bien une. Hop, et je reviens ici. Je peux du coup garder ça, et ce que je préfère, c'est... je pourrais même venir centrer par rapport au point d'ancrage, mais ça n'a pas forcément... Là, c'est vraiment de la maniaquerie, donc vous pouvez le centrer, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Donc j'ai une position qui correspond au milieu, donc je vais faire aligner au centre comme ça, je vais le remettre un peu en l'air. Après, j'ai pas été au niveau des textes, dans les propriétés. Il y a d'autres éléments que j'aurais pu ajuster, comme l'interlignage, l'espacement entre les caractères. Bon, là, on va pas rentrer dans les détails. C'est exactement les mêmes paramètres que dans Photoshop Illustrator, pour info. Et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner à peu près au centre, et je vais... maintenant, si je joue mon animation, ça bouge pas. Donc ce que j'aimerais bien réaliser, c'est, dans un premier temps, avant même de songer à l'apparition et à la disparition de mes textes, c'est de jouer sur le fait que mon texte suive le curseur. Alors ça, comment on fait? On va sélectionner notre élément, et en fait on va jouer avec la notion de parent et enfant. Un enfant va toujours suivre son parent, il va récupérer les mêmes propriétés que son parent, et pouvoir se déplacer et avoir les mêmes mouvements propres, mais au sein de son élément, de son parent. Démonstration, ce sera plus parlant. Je vais aller sélectionner mon texte. Je vais aller ici dans la colonne parents et liens. Si vous ne la voyez pas, il faudra que vous sélectionnez un des boutons qui se trouve ici, qui sur les petits écrans sont peut-être désactivés pour gagner de la place. En fait, c'est juste pour réduire l'interface, que comme vous avez vu, il y a beaucoup de boutons. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être la colonne donc parents et liens. Je vais refermer pour plus de visibilité. Et cette colonne, j'ai deux options. C'est soit la petite spirale qui se trouve ici, soit le menu qui va me permettre de sélectionner en gros qui va être ton parent. On va dire, bon bah cool, qui va être ton parent. Donc soit le plus simple, c'est de prendre le petit curseur, de garder le clic enfoncé, de tirer et d'aller chercher le parent en question. Donc ici le curseur, je relâche, et vous voyez que ça a mis directement le menu, ça a sélectionné le menu. Et du coup maintenant si je me déplace dans le temps, ça va suivre. Par contre, si je le déplace, même que je lui mets ses propres animations d'image clé, ça sera pris en compte, ça sera pas dans le dur. Et il va continuer de bouger. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il va, au lieu de prendre donc je vais juste annuler, au lieu de prendre le référentiel de la composition, c'est-à-dire le 0,0 qui se trouve en haut à gauche, en fait son point d'origine, sa scène en quelque part, c'est le parent qu'on lui a donné. Donc à chaque fois qu'il va se déplacer, vous voyez d'ailleurs que la position, si j'appuie sur les paramètres de la position ici, ça bouge pas. Peu importe que mon curseur se déplace.
lui, il va pas bouger. Il va être toujours à 23 pixels environ en hauteur et en largeur par rapport au curseur. Si je désactive, par contre, là vous voyez que les valeurs sont changées, c'est les valeurs dans l'absolu par rapport à ma scène. Donc j'annule, je reviens là. Et partant de là, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup ça prend la position et tous les paramètres, je vais les rouvrir. Ça va me prendre les paramètres de position, d'échelle. Donc imaginons que j'agrandisse, bah, ça va aussi agrandir mon élément, mon enfant. La rotation, ça va être la même chose, si je bouge le parent, bah, ça va faire tourner l'enfant. Mais l'enfant conserve la capacité de tourner lui-même indépendamment. C'est notamment pratique pour faire des articulations. L'ancrage, lui, bah, ça va rester propre à son élément, donc ça va pas avoir d'impact. Et l'opacité, c'est pareil. Le parent, il peut devenir transparent, ça n'aura pas d'impact sur l'enfant. C'est vraiment que tout ce qui concerne l'espace, toutes les propriétés spatiales. Je les ai pas couverts, mais il y a aussi un paramètre texte qui est apparu. Là, ça fera sûrement l'objet d'un prochain chapitre. Mais en l'occurrence, pour l'instant, on reste simple. On a les éléments ici qu'on peut modifier, c'est amplement suffisant. Je referme tout ça. Et avant de mettre l'autre élément, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer son animation. Et en fait, une fois qu'on aura géré son apparition et sa disparition, bah en fait, il suffira de copier-coller pour mettre l'autre texte qui suit notre coup. Donc, je vais jouer sur son opacité, sur son échelle, excusez-moi. Je vais jouer sur son échelle pour le faire apparaître. Donc, pour l'instant, je vais juste faire apparaître les images clés de mon curseur. Donc, j'appuie sur la touche U pour faire apparaître mes images clés que j'ai posées tout à l'heure. Rappelez-vous, j'aurais mis des couleurs pour savoir quand est-ce qu'on fait une pause. Donc, je vais me positionner sur celle-ci. Je peux appuyer sur majuscule pour me rester magnétisé, pour être sûr que je suis dessus. Je relâche le clic. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur l'échelle. Donc, je vais faire apparaître l'échelle avec la touche S ici. Et je vais mettre une première image clé et je vais la mettre à 0. Comme ça, en fait, j'ai rien. Il est à 0, il n'y a pas d'échelle, donc il n'existe pas. Je vais aller un peu plus loin. Alors là, mettons 10 images clés. Majuscule et patch up, patch down pour aller de 10 images en 10 images. Ou alors contrôle majuscule et les flèches de gauche et de droite. Donc je vais me retrouver 10 images plus loin et je vais le mettre cette fois-ci à 100%. Donc là, j'ai mon animation qui apparaît. On verra après pour le timing et les amortissements. Mais pour l'instant, j'ai un truc qui arrive ici, où il est marqué cool. Et ce que je veux, c'est qu'il disparaisse quand il s'éloigne. Donc je vais pas m'emmerder, je vais juste prendre ces... Donc je vais pas m'embêter, je vais juste prendre ces deux images clés, je les copie, je les colle. Et le souci, si vous regardez, si j'active l'éditeur de graphique, si j'annule et que je recommence, c'est qu'en ayant copié ces images clés, bah en fait, et en les collant, bah en fait, on a fait littéralement ce qu'il veut, hein, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a copié-collé les clés, sauf que entre les deux, il calcule aussi l'interpolation. Donc là, il se réduit et il regrossit. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste l'inverse. C'est que on veut pas qu'il regrossisse, on veut qu'il rétrécisse. Il suffit qu'on inverse la position de ces deux images clés, et là on est bon. Et il y a un outil plus simple que de le faire à la main, si on veut garder la même distance entre les deux, ça va être de faire un clic droit, assistant d'image clé, et cette fois-ci, ça va être inverser les images clés. Donc là, on se retrouve avec un truc qui grossit, il fait une pause, il repart et il réduit. Donc là, on peut ajuster après, donc déjà avec clic droit, lissage de vitesse, F9, de façon à ce que ce soit un peu plus soft. Donc ça grossit un peu plus, de façon un peu moins mécanique. Et on peut l'ajuster de façon à ce que ça arrive un petit peu avant que ça touche le curseur à la fin, donc là, un peu avant cette clé. Donc je vais sélectionner mes deux images clés, les décaler un petit peu dans le temps. Donc de 2-3 images. Alors pour faire des zooms également dans la timeline, ça va être Alt ou Option sur Mac et la molette. J'ai oublié de le préciser, sinon vous avez aussi également ce petit ascenseur, ou les petites... vous pouvez aussi cliquer sur les petites montagnes. Et vous avez, du coup, là j'ai mis quelques images en avant. Je vais faire pareil quand il s'en va, donc j'ai sélectionné... Ah, pardon, excusez-moi. J'ai sélectionné les deux images clés de la suite et je vais les faire disparaître un petit peu. Alors, on joue un petit peu, là c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc là, ça commence à démarrer, donc comme c'est un peu plus lent, je vais les mettre un peu plus loin. Voilà, ça va rester un peu, ça va se réduire là. Donc là, j'ai mon animation. On peut même les réduire. Là, je veux juste voir que ça boucle juste dès que ça finit, donc je vais appuyer sur N pour faire en sorte que ça lise comme ça. Et j'ai fait par hasard, ça s'arrête à peu près pile au milieu. Totalement par hasard, mais vous voyez que là, c'est quasiment à 960 du milieu.
Ce que j'avais mis, un petit effet que j'avais rajouté aussi dans le... Alors ça se voit pas beaucoup, mais il y a un espèce de petit rebond. Si j'agrandis mon image, et il y a une espèce de petite animation de départ. Donc pour ça, en fait, pour qu'il y ait une espèce de petit rebond, ça va être tout simple. On va juste sélectionner nos images clés, et avant qu'on arrive à la valeur finale, en fait, on va juste lui dire, bah tu vas un peu plus loin. Donc au niveau de l'échelle ici, on va augmenter un petit peu la valeur, et on va voir ce que ça donne. Donc ça donne quelque chose comme ça. Si j'agrandis un petit peu, vous voyez, ça part un peu plus loin. Ça grossit, et en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'élasticité. Ça donne un peu plus de naturel à notre image, ça s'est pas freiné d'un coup, et il repart dans le sens. On parle d'overshoot en animation. Et cet élément-là, en fait, on va pouvoir jouer un petit peu dessus. Le plus simple, ça reste quand même de cliquer sur le lissage de vitesse comme ça, et de le mettre un peu plus élevé. Alors, de ne pas faire n'importe quoi, et de le mettre à ce niveau-là. D'agrandir un petit peu, et de jouer un petit peu. Voilà, là, en agrandissant les poignées, en fait, on va tricher un petit peu, c'est comme si on avait l'élasticité de notre agrandissement qui est comme ça. Et de la même manière, on va pouvoir lui dire, bah, tu vas prendre de l'élan, donc tu vas à cet endroit-là. On fait la même chose, on va même pas s'embêter, on va prendre cette image, on va la coller. Et en faisant ça, en fait, on va lui dire, il va aller dans l'autre sens, et il prend de l'élan, et ensuite, il se rétrécit. Donc je vais, de la même manière, étendre un petit peu cette image clé, donc pour que ça reste horizontal, je maintiens Shift enfoncé, majuscule, pour pas que ça change la valeur. Je fais lecture, et vous voyez qu'il y a une espèce de petite amorti. C'est un peu subtil, je vais volontairement agrandir, alors je vais sélectionner cette image, y aller un peu plus lentement, et agrandir ça, donc majuscule aussi pour le monter. Alors il me fait un peu n'importe quoi. Sinon je peux aussi le monter directement avec cette valeur-là. Là je l'exagère à mort, mais ça donne quelque chose comme ça, ce qui est pas si mal en vrai. C'est un peu cartoon, mais après il faudra juste ajuster un petit peu, du coup là ça va être tout l'enjeu, et là on peut y passer des heures, jusqu'à ce que vous soyez un résultat qui vous plaît. Mais là on va dire que j'ai un résultat qui me plaît. Presque juste, ça c'est un peu rapide, donc je vais juste l'étendre un peu, et pareil je vais augmenter un peu ça. Et jouer un petit peu sur les courbes, mais on va rester sur notre résultat. On pourrait le peaufiner à nauséam, mais on va rester là-dessus. Donc on a notre élément, et maintenant ce qu'on veut c'est le copier pour le récupérer, pour le déplacer de l'autre côté. Mais avant ça, pour se simplifier la vie, parce que là vous voyez que en fait, si je referme tout, si j'appuie sur U pour refermer tout, bah je sais plus où sont mes images clés. Là, je sais plus à quel endroit ça commence, ça apparaît, donc je pourrais appuyer de nouveau sur U, mais visuellement ça implique d'appuyer sur une touche, et surtout ça va m'empêcher de sélectionner ce qui est en dessous. Donc pour ça, en fait, je vais juste faire des cuts, je vais sélectionner, je vais lui dire à After Effects, bah avant, quand tu es à 0%, de toute façon on voit rien, donc ça sert à rien d'avoir cette zone orange. Pareil, quand on est à la fin, on n'a rien du tout après. On est à 0%, donc ça sert à rien d'avoir la zone orange. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais juste choper définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc je vais aller choper mon calque, je vais me positionner à l'extrémité, mon curseur change de forme, et je vais cliquer dessus et le faire bouger de façon à ce qu'on ait la première clé, on arrive à la première clé. Donc soit je le fais à main levée, soit si je veux être sûr de te positionner, donc pas forcément là où est ma tête de lecture, mais si je veux être positionné par rapport à la clé, je peux maintenir majuscule enfoncé, et ça va me permettre si je dézoome un peu, ce sera plus parlant. Ça me permet de le magnétiser. Même chose à la fin, sauf que cette fois-ci, il faut que j'aille tout à la fin de mon projet. Donc il faut que je dézoome à mort, et si j'ai de la chance, que j'ai pas déplacé mon calque, je vais choper la poignée et le mettre à la fin. Comme ça. De cette façon, si je le mets bien comme ça, bah je sais que même en refermant ma courbe, en refermant mes images clés, bah je sais que mon objet il apparaît à cet endroit-là. Et je peux le déplacer dans le temps maintenant. Si je clique la courbe ici, je peux le déplacer comme ça, et le faire apparaître plus tard. Et là, je peux faire une sorte de pseudo-montage. Donc je peux arriver, je peux le faire apparaître là et disparaître à cet endroit-là. Et donc là, je vais annuler, et ça me permet de gérer un peu plus facilement ma timeline. Je vais garder que ce qui m'apporte. Les éléments dont j'ai pas besoin, je les élague, je les supprime, parce que ça va m'encombrer la vue, alors que là, vous voyez, il n'y a que 4 calques déjà, ça commence déjà à être un peu compliqué. Quand on a des projets avec une dizaine, voire une vingtaine de calques, et qui ont chacun plusieurs images clés sur différents paramètres, ça peut très vite devenir compliqué à gérer.
Donc prenez dès maintenant l'habitude de bien ranger vos projets et de bien délimiter vos calques là où il n'y a pas besoin qu'ils durent. Vous avez vu, c'était un peu compliqué d'arriver, de dézoomer, de choper le truc à la fin. Il y a des raccourcis clavier utiles pour ça. Donc ça va être Alt et % pour mettre le point d'entrée de votre calque là où se trouve votre tête de lecture. Alt, %. Et l'équivalent, ça va être Alt et $, Alt ou option, à la fin de votre là où se trouve notre tête de lecture. Donc pour simplifier, je vais mettre ici, je vais faire Alt, %. Je vais aller à la fin et Alt, $. De la même manière, si je veux juste placer un calque dans le temps, plutôt que de le prendre et de le déplacer et de le positionner à peu près à main levée, soit je peux venir me manipuler, me magnétiser au niveau de la tête de lecture ici, mais sinon vous avez le raccourci $, % tout seul, qui va vous permettre de mettre le point d'entrée là où se trouve votre tête de lecture, et le raccourci $ tout seul, qui va vous mettre à la fin. Donc Alt ou Option %, ça fait le cut, et le % tout seul, ça fait déplacer le calque. Et la même chose avec $ et Alt $, ou Option $. Donc j'ai mon texte qui apparaît, donc je vais juste annuler plusieurs fois pour revenir là où je l'avais positionné initialement. Quelque part par là. Partant de là, je vais pouvoir lui dire maintenant tu vas me le copier. Donc je vais faire édition dupliquer ou commande D ou CTRL D. Ça va me faire un nouveau texte, ce que je vais déplacer. Je vais cliquer là-dedans et je vais l'appeler .cool. Et là, je vais avoir exactement mon animation. Je n'ai pas besoin de refaire plusieurs fois, de reposer des images clés, c'est exactement les mêmes. C'est juste mon texte qui a changé. Et maintenant, je vais pouvoir le timer à peu près là où il arrive, donc un petit peu plus tard peut-être. À cet endroit-là, il arrive, not cool, et ça repart, et ça revient à 0. Et à cet endroit, si je me rappelle bien, au niveau de mon curseur, c'est là que j'avais mis ma clé de fin, qui correspond à la clé de début. Donc je peux appuyer sur la touche N, ou directement manipuler la fin de la zone de travail. Et maintenant, si je fais lecture, je vais pouvoir retrouver mes éléments avec la notion de parenté et la notion de cut et d'éléments un petit peu plus localisés par rapport à si on avait que des rangées de calques compliquées à gérer.